Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Erwan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de notre podcast Le Corner, où nous vous ferons revivre les meilleurs moments que nous avons passés ensemble. Aujourd'hui, nous nous sommes replongés dans l'un de nos tout premiers épisodes avec Sébastien Oudou et Mathieu Montigo de chez Canal+. Dans cet extrait, nous échangeons sur l'avenir de l'OTT et de la télé traditionnelle, un sujet encore d'actualité ayant connu de nombreuses évolutions en 2 ans. Nous abordions également la stratégie de Canal+, pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Cet extrait a vraiment pour but la compréhension des enjeux auxquels doit faire face un diffuseur dans le sport. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Avant, on opposait vraiment l'OTT et le linéaire parce que le linéaire c'était sur la télé, l'OTT c'était sur le laptop ou le mobile. Moi aujourd'hui, je consomme essentiellement l'OTT sur mon écran de télévision et MyCanal est de plus en plus déployé sur l'ensemble des devices qui permettent aux gens de regarder nos contenus. Donc je pense qu'au bout d'un moment, l'OTT va grossir. Il restera toujours pendant les années qui viennent. Après, on verra ce que change la 5G, tous les développements techno qui vont autour. Mais aujourd'hui, par exemple, je parlais de la Coupe du Monde. On n'aurait pas pu faire la Coupe du Monde 2018 dans le monde entier en OTT. On aurait fait sauter Internet. Donc, il y a aussi cette notion quand même à avoir en tête, qui est que le linéaire a quand même encore une utilité aujourd'hui. Je parle pas que de la France, mais si les centaines de millions de gens qui ont regardé la Coupe du Monde avaient tous regardé en OTT, tout explosait. Donc, je dis ça, je pense pas me tromper en disant que ça explosait. Donc voilà. Mais effectivement, le sens de l'histoire, c'est que le linéaire baisse de plus en plus au fur et à mesure de l'OTT, mais autant d'un point de vue technologique que d'un point de vue usage, d'ailleurs. C'est aussi parce que on a des meilleures connexions Internet, on peut plus facilement recevoir des contenus de la sorte, et que voilà. Et du coup, comment ça se caractérise, vous, de votre côté? Parce que vous avez toujours été très bon à faire des Canal Football Club, à les intérieurs sport, et pas forcément intérieurs sport, mais en gros des émissions en direct sur le linéaire. Comment est-ce qu'elles sont consommées, celles-ci, digitalement? Est-ce qu'elles ont autant de valeur et de sens pour vous, d'un point de vue édito? Je pense, oui. Je pense que justement, tout ce qui accompagne le direct a du sens. Moi, je pense qu'il y a je pense que tout ce qui est en review, justement, doit être un peu modifié pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui l'analyse d'un match, les gens pensent en tout cas que leur avis vaut autant que ce qu'ils peuvent entendre à la télé. En revanche, alors encore une fois là je donne vraiment mon sentiment, je pense qu'il y a toujours une attente avant un grand événement sportif qui nécessite de mettre les gens dedans le plus tôt possible. Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'en fait quelque part, en termes d'appel d'offres Ligue 1, le CFC, c'était plus une émission de review que de preview, puisque c'était un peu l'émission round-up de toute la journée de championnat, il restait qu'un match derrière. En tout cas, du point de vue de l'appel d'offres, en termes de droit, c'était ça. Mais nos abonnés l'ont toujours plutôt vu comme le grand chemin qui les amène vers le grand match du dimanche soir. Et je pense qu'il y a vraiment une appétence, je pense qu'on en est tous là, quand il y a un grand tournoi de golf qui commence le jeudi, moi dès le lundi je commence à y penser, j'ai envie qu'on me pousse du contenu avant un match de finale NBA, pendant des heures avant, on a envie que ça commence, on a envie d'avoir du contenu à consommer. Je pense que c'est important. Et donc là c'est du linéaire. En fait pour moi le linéaire il a un intérêt à partir du moment où c'est du entre guillemets du direct. Après qu'il soit consommé en OTT ou en pur linéaire, quelque part on s'en moque, mais je pense qu'il y a toujours un intérêt à être connecté à l'événement sportif. Après effectivement le seul truc qui maintient en vie la live TV, c'est le sport. Je crois que si on regarde les stats de 2018 aux États-Unis, je crois qu'en 2011, il y avait à peu près 50-50 entre du sport et pas du sport sur les 100 meilleures audiences de l'année. En 2018, il y avait 98 programmes sur les 100 qui étaient du sport. Il y en avait 2, je crois que c'était The Voice ou American Idol ou un truc dans le genre. Il y en avait 2 seulement dans le top 100 aux États-Unis. Donc effectivement, le sport en direct, c'est la live TV aujourd'hui.
Et on le ressent de plus en plus. Et sur la partie, forcément, en sortant de la période coronavirus, en tant que fan de sport, tout le monde a regardé The Last Dance. C'est un peu ce shift entre comment créer un contenu récurrent, événementiel, sur une plateforme qui est ultra consommée et en cette période d'absence de sport. Et donc du coup l'habitude traditionnelle de l'utilisateur à consommer du sport live. Qu'est-ce que vous avez fait vous de votre côté pour faire vivre un peu les contenus sport en cette période difficile? Effectivement, on a ressorti nous aussi beaucoup d'archives et de docs qu'on avait qui restaient pertinents. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on a fait. Après, effectivement, The Last Dance, c'était le truc massu hein, qu'ils ont quand même. C'est une belle paire parce que mine de rien, ils devaient passer en juin pendant les finales NBA. D'ailleurs, je pense qu'en fait, c'était bien mieux de les avoir hors finale NBA et pas liés du tout à la saison NBA. Ça a été fini en confinement. Enfin, le montage s'est fini en confinement. Enfin, c'est une sacrée perf aussi logistique d'avoir réussi à finir ce doc absolument merveilleux dans les conditions dans lesquelles ils l'ont terminé. Je crois que Last Dance a fait comprendre à beaucoup de choses, a fait comprendre à beaucoup de monde une chose, qui est que il était vraiment hyper important. Pas seulement, comme on le disait, comme je le disais, d'accompagner la saison et d'accompagner les matchs avant, après, autour du direct, mais d'avoir des contenus très forts qui permettent de tenir en haleine en dehors de la saison. C'est aussi ce que fait très bien Drive to Survive sur la Formule 1 de Netflix ou le All or Nothing sur la NFL de Amazon qui arrive juste avant que la nouvelle saison reprenne. C'est marrant, on en parlait juste avant, c'est All or Nothing qui m'a amené à la NFL, moi, personnellement. En tant que exactement, parce qu'il y a aussi cette force du doc, c'est d'amener des gens sur des sports qu'on regarderait pas. Moi, ma femme, elle supporte pas la F1, mais elle a regardé des épisodes de Drive to Survive parce que, en fait, on raconte une histoire. Il y a le storytelling qui prend le dessus. Je pense à Hard Knocks aussi, qui est absolument fabuleux sur un training, les training camp NFL, et c'est quasiment de la télé-réalité adaptée au training camp NFL. Donc ça, c'est effectivement le storytelling qui amène de nouveaux fans vers une discipline, et deux, je regardais les taux de churn. Il y a une étude qui est sortie là de Boston Consulting qui montrait les taux de churn sur notamment les apps propriétaires de pas mal de détenteurs de droits, comme la NBA, le PGA Tour, avec des churns qui sont hyper élevés, donc des gens qui résilient, le churn chronique de gens qui résilient sur du sport. Je pense que ça montre la nécessité dans le sport d'avoir des contenus hyper forts sur le off-season, en dehors de la saison. C'est en plus notamment plus important. Enfin, il y a des sports comme la NBA, par exemple, qui ont ça va être moins le cas cette année, mais qui ont des intersaisons extrêmement longues. Et je pense que si t'arrives pas à meubler, ouais, il faut meubler, il faut faire mieux que meubler en fait. Il faut avoir du contenu hyper fort qui va raconter une histoire en attendant que la saison reprenne pour occuper l'espace tout au long de la saison. Et je crois que Last Dance a vraiment montré ça parce qu'en fait, il faut quand même juste, je sais pas si on en a vraiment conscience en France, mais moi qui regarde beaucoup les contenus américains, sur toutes les chaînes de sport aux États-Unis, tous les jours, on ne parlait que de Last Dance. C'est-à-dire qu'on suranalysait le moindre plan du doc, on a suranalysé le verre de whisky de Jordan, ou de je sais pas ce que c'était. Le cigare. Le cigare, le plan derrière, est-ce que c'est sa maison, est-ce que c'est pas sa maison, combien il y a de plans différents, tout a été suranalysé. Et ça montre l'impact. Encore une fois, je pense que si The Last Dance était sorti pendant les finales NBA et que pour le coup on avait une finale NBA hyper passionnante, le doc aurait eu un impact mais divisé de moitié quoi. Donc c'est vraiment un moment marquant, je crois qu'il faut comprendre. Auparavant, on avait souvent tendance à blinder de contenu le moment où il se passait déjà des choses très fortes. En fait, le vrai truc à faire, c'est d'être très fort sur les contenus quand il se passe plus rien sur le terrain, quoi. Parce que j'allais dire, finalement, c'est avec des moyens complètement différents, avec des storytelling complètement différents, mais c'est ce que vous faisiez un peu avec Intérieur Sport, fondamentalement. C'est ce que j'allais dire, c'est est-ce que du coup, vous êtes dit, est-ce qu'on peut réinvestir dans aller filmer du contenu bien en amont parce que c'est celui-là qui a une tonne de valeur comparé à vraiment faire des opérations Intérieur Sport où c'est en général sur des cycles beaucoup plus courts de tournage. Est-ce que ça a redynamisé une réflexion ça en interne? Ouais, le doc, enfin moi j'y crois beaucoup. On a beaucoup développé, même nous en digital, des web-séries purement digitales, en allant on a suivi Sébastien Haller la saison dernière, parce que effectivement, arriver à storyteller
des histoires à l'intérieur de la saison sur des périodes différentes. C'est là où il faut du contenu, je dirais monter hyper vite, comme je sais pas, voilà, Liverpool est champion. On a sorti un mini doc, il y aura un doc un peu plus long qui arrivera plus tard. C'est important de pouvoir surfer sur l'actualité, l'accompagner toujours. Mais effectivement, c'est aussi super important, je crois, de suivre sur des longues durées et de revenir aussi, parce que on parle de The Last Dance, mais ESPN, globalement, quand ils ont lancé 30 for 30 il y a quelques années, qui était donc une série de 30 documentaires pour le 30e anniversaire d'ESPN, si vous regardez les 30 for 30, c'est essentiellement revenir sur des archives. Ouais. Et en fait, ça marche hyper bien parce que je sais pas, si on interview j'en sais rien, n'importe quel joueur sur une finale perdue, dans les mois qui viennent, il va pas forcément vous raconter des choses hyper intéressantes parce qu'il est encore sous le coup, voilà. 10, 15 ans, 20 ans après, on peut ressortir des histoires, on peut aller plus proche de la vérité sur ce qui s'est passé. Et ça, je crois que c'est aussi hyper intéressant. Et puis, ça donne une valeur au catalogue. Une des grandes difficultés qu'on a avec le sport, c'est de donner de la valeur au catalogue aussi. Mmh. Et le doc permet de donner de la valeur au catalogue. The Last Dance c'était vendu comme étant un doc sur la dernière saison de Jordan aux Bulls. Et en fait, c'était bien plus que ça. On remontait en arrière. Et en fait, quelque part, les images inside de la dernière saison, elles sont assez limitées dans le doc versus tout ce qu'on vous raconte de ces jeunes années, de ces années universitaires, etc. Ouais, finalement, ils l'ont mis en avant pour le marketing, mais c'était bien plus que juste Jordan. Tu voulais dire un truc, je crois, Mathieu. Non, mais moi je rejoins sur The Last Dance. Je suivais pas trop la NBA avant tout ça, et c'est vrai que je me suis pris au jeu de regarder The Last Dance. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça permet de connaître vraiment l'histoire et ça apporte une réelle plus-value. Et c'est vrai que pour un sport que je suivais plutôt de très loin, ça m'a donné envie d'y aller. Et c'est un peu justement ce qu'on disait tout à l'heure, je pense, ce discover, proposer du contenu un peu original aux gens, leur dire, bon, c'est bien, vous aimez le foot, le rugby, mettons que j'aime ça, et je peux aussi vous proposer d'autres contenus, et peut-être que ça vous intéressera. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.lasource.io, à travers nos réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner à notre newsletter. En attendant, vous pouvez toujours écouter l'ensemble des épisodes de notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très vite sur le corner. Le corner.